Les autres vous donnent des opinions. Karima Brick et Rémi Villemur vous donnent une raison d'en avoir une. Karima, moi, j'aime la cohérence dans la vie. Et je dis pas que je suis cohérent tout le temps, là. Hein? Il y a des choses qu'on aime en général, puis on ne les incarne pas forcément, mais j'essaie d'être cohérent. Il y a la question des hydrocarbures, je trouve ça incohérent, par exemple. On dit au Québec, nous, on est pour les énergies vertes, nous, on l'a l'affaire, nous, on fait même, honnêtement, on le fait. On fait des leçons, des fois, au Canada anglais, à l'Ouest, parce que eux autres, c'est le pétrole sale, mais on en consomme du pétrole. Puis on consomme celui des autres. Fait qu'on consomme pas le nôtre parce que nous, on est au-dessus de ça, mais on consomme quand même celui des autres. J'ai toujours trouvé ça bien hypocrite. Mm-hmm. Mais non, mais c'est parce qu'à un moment donné, effectivement, là, je pense que ça roule encore, les voitures, puis le tout électrique, ça, c'est aussi autre chose. C'est pas non plus à coût nul sur le plan environnemental, donc il y a cette idée. Mais moi, je pense que ça va aussi, il y a des périodes, quand on disait quelque chose de culturel ou même des modes dans le discours public. Tu sais, si tu as un discours très économique, mais en même temps avec le côté, oui, tu peux parler d'écologie, tu vas quand même tenir compte de la distance, d'où ça vient, de quel pays. Est-ce que c'est-tu plus vert justement de l'autre côté? Est-ce qu'il y a des impacts sociaux? Il y a des impacts sur la population. Il y a des impacts aussi sur cette souveraineté énergétique. Tu sais, on a vu ce qui s'est passé aussi avec le détroit d'Ormuz, puis qu'est-ce qui se passe maintenant du côté de l'Iran, l'impact à l'international. Moi, je l'ai constaté en Europe, en France, parce qu'il y avait des décisions dans le passé qui avaient été prises souvent justement au nom d'idéologie, de mode. À un moment donné, c'était le nucléaire, ça faisait extrêmement peur. Tu sais, la France avait un avantage là-dessus. Donc là, pour des décisions un peu politiques, on avait décidé de reculer, de fermer notamment une centrale nucléaire. Et là, des années plus tard, qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Oui. Parce que là, la France, elle achetait aussi de l'énergie, tu penses d'où? De la Russie. Là, arrive le conflit, la guerre en Ukraine. Ah ben là, soudainement, on veut plus acheter là-bas. Notre souveraineté énergétique, on l'a plus. Ben là, les prix, ça monte. Faut que tu trouves d'autres partenaires. C'est compliqué. Et je me rappelle, les politiciens qui arrivaient, là, ils sortaient comme ça publiquement. C'était un petit peu avant l'hiver. Et là, l'opération de communication publique politique, c'était tous les politiciens étaient là en col roulé, en disant, bon, là, vous allez baisser le chauffage parce que, tu sais, là, je me rappelle de ça, oui. Mais tu t'imagines, c'est comme si ici, là, nos gouvernements sortaient, là, puis se mettaient en col roulé en disant, ben là, vous allez baisser un peu parce qu'ils avaient peur qu'on n'ait pas assez d'énergie. Fait que tout ça pour dire, cette hypocrisie, t'as raison. Des fois, on pense qu'on est plus vert, plus catholique que le pape, puis on se rend compte qu'on a d'autres enjeux, puis ça nous met aussi en péril. Gabriel Giguère est avec nous de l'Institut économique de Montréal. Bonjour. Bonjour. Tu sais, le Québec qui fait la leçon, par exemple, à l'Alberta ou aux États-Unis, puis aux pays producteurs de pétrole, puis qui finit par consommer leur pétrole. Moi, j'ai toujours trouvé ça hypocrite, mais il y a une autre couche d'hypocrisie, c'est que si t'es si vert que ça, ben exploite ton pétrole de la façon la plus verte possible au lieu de prendre le pétrole de ceux que tu estimes qui produisent de façon sale. Puis comme ça, ben, je veux dire, tu vas consommer moins de pétrole sale, non? Ben, effectivement, je pense que la politique énergétique du Québec, elle est assez hypocrite à cet égard-là. On parle du pétrole. Quand on additionne le pétrole et le gaz naturel, là, donc ce qu'on appelle la grande famille des hydrocarbures au Québec, puis qu'on regarde ce qu'on consomme, souvent, là, au Québec, on parle beaucoup d'hydroélectricité, puis c'est normal, hein, c'est une de nos grandes richesses. On se dit, nous, on est très électrifiés. Mais quand on regarde la consommation réelle d'énergie, c'est 55% qui est lié aux hydrocarbures, donc gaz naturel et pétrole, et c'est 100% qui est importé, notamment de l'Alberta. Donc, il y a une forme d'incohérence ici, d'autant plus, puis là, je mets l'accent ici sur le gaz naturel, d'autant plus que le gaz naturel, on a des réserves où on sait que ça vaut presque 100 milliards, puis probablement qu'avec le prix d'aujourd'hui, là, c'est des vieilles estimations. Au vieux prix qui était plus bon, on doit dépasser les 100 milliards en valeur de PIB. C'est des milliards de plus aussi pour le gouvernement du Québec. On avait calculé ça là, quand on calcule l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, on borde le 15 milliards, encore une fois avec les vieux chiffres, de sorte qu'on pourrait réduire à la fois le déficit, à la fois créer des emplois. Puisque j'ai fait quand même quelques études sur le dossier, pas juste au Québec, mais au Canada. Puis quand on regarde les données, ça fait combien quelqu'un qui travaille dans le secteur du gaz puis du pétrole? Ça fait pas mal plus que moi, puis ça fait pas mal plus que la majorité des Québécois, là. Le salaire moyen là-dedans, c'est à peu près 155 000 $. Donc concrètement, c'est beaucoup d'argent. Puis là, je parle même pas de la rémunération, juste du salaire. C'est plus de 2 fois point. En fait, au Québec, c'est bien moins que ça. C'est aux alentours de 60-70 000 $. Donc c'est largement plus que le Québécois moyen. Et on a un gouvernement qui nous dit non.
on en consomme beaucoup. Dans les 20 dernières années, ça a toujours été la majorité de l'énergie consommée quand on additionne le pétrole et le gaz. Les véhicules électriques, là, quand tout le monde va conduire un véhicule électrique, c'est pas demain la veille, là. Il y a des analyses qui ont été faites par le ministère de l'Environnement. On le voit que c'est dans des décennies, là. Donc, la réalité, c'est qu'on a des ressources. On peut créer de la richesse. Rémi, on peut être plus vert puis on fait rien. Ça me fait penser, en fait, le modèle, tu sais, en Norvège, par exemple, où maintenant, c'est pratiquement toute l'énergie qui est consommée et produite par l'hydroélectricité, mais c'est un leader en termes de producteurs de pétrole. Ils en exportent beaucoup. Puis ils ont comme financé leur transition énergétique verte, propre. C'est le paradoxe, là, mais ils ont fait ça avec le pétrole. Puis là, ils en exportent, mais tout ça pour dire qu'il y a quand même des modèles possibles différents. C'est quoi? C'est la fameuse acceptabilité sociale, peut-être, là, qui revient, le concept? Je pense que ça, c'est surjoué. Je pense que c'est très utilisé par les politiciens, néanmoins. Tu as raison de le mentionner, Karima. Ce qu'on a vu, en fait, c'est que depuis 15 ans, il y a une hostilité progressive qui s'est dessinée. On retombe dans les années 2011, où on commence tranquillement à dire, pas dans le fleuve Saint-Laurent. Là, il y a une loi en 2017 sous les libéraux. Et ce qui est intéressant, c'est quand le parti, maintenant Christine Fréchette, Coalition Avenir Québec. Ça, c'est plus la CAQ, là. Non, c'est plus la CAQ. Ça, c'est le passé. Non, ça, c'est hier. Puis si on retourne ailleurs, en 2022, on a adopté une loi qui s'appelle, en fait, essentiellement, la loi, c'était de dire, c'est la loi 21, pas celle de la laïcité, bien entendu, celle qui interdit l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures au Québec. Mais là, on a un gouvernement qui s'était fait élire en 2018, qui nous expliquait concrètement qu'on allait devenir, tu le disais, Karima, la Norvège de l'Amérique du Nord, puis finalement, on interdit l'exploitation d'hydrocarbures. On dit non à GNL Québec, qui est un grand projet qui permet de liquéfier le gaz puis de l'importer en Europe. Je peux dire que aujourd'hui, dans une dynamique où on a moins d'approvisionnement en gaz naturel à cause de la Russie, notamment à cause du détroit d'Ormuz, on aurait aimé ça avoir un partenaire fiable comme le Québec, pas juste un partenaire comme les Américains qui sont le premier joueur, mais avec une forme d'instabilité sur le plan commercial puis d'incertitude. Je pense que le Québec aurait réellement pu tirer son épingle du jeu, créer des milliards parce qu'il y a des investissements aussi. Donc malheureusement, c'est mais on a juste pas le droit là de regarder de haut les Albertains là, sur cette question-là. On a juste pas le droit. C'est ça, on peut pas. Si tu consommes leur pétrole, tu peux pas dire pétrole sale, tu peux pas dire regarde un nono là-bas qui vivent en 1900 quelque chose avec votre pétrole, nous autres on est au-dessus. Non, tu le consommes. Tu le consommes le pétrole, tais-toi. Tu sais honnêtement là, c'est de l'incohérence complètement, c'est de l'hypocrisie, on a l'air con. Sérieusement, on a l'air con. Oui, mais juste quand même mentionner parce que tu sais pour sur le débat, par exemple, sur le gaz de schiste, on peut pas faire abstraction quand même là sur l'aspect écologique. Puis c'est pas juste une affaire de mode. Il y a quand même, tu sais, il y a nos ressources. Tu veux pas non plus créer ce problème-là parce qu'il y avait quand même des vrais enjeux là entourant quand même la proximité d'habitants, de citoyens, tu sais, c'est pas non plus des zones peut-être complètement éloignées. Ça aussi, ça fait partie de la richesse collective. On peut pas juste dire, oui, mais on va aller forer là. C'est quand même plus complexe que ça, là. Karima, t'as raison de le mentionner. Je pense qu'aujourd'hui, en 2026, avec la technologie qu'on a, on doit avoir cette discussion-là parce que c'est beaucoup plus propre qu'auparavant. Donc, on doit penser les ressources avec notre capacité de 2026 de les extraire, de les exporter également. Aujourd'hui, malheureusement, puis on l'a vu avec le BAP en 2021, on parle de l'exploitation de nos ressources naturelles, mais il y a également la discussion auprès de la liquéfaction du gaz naturel. En 2021, avec GNL Québec au Saguenay, on se rappellera, on nous expliquait au sein du BAP qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Ça, c'est très débattable. Et la deuxième chose qui est vraiment importante pour avoir lu une partie du rapport, c'est quand même de dire, non, mais on n'a pas besoin de ça économiquement. Parce que dans quelques années, ça a été fait en 2021, il n'y en aura plus de demande, ça n'existe plus. Et aujourd'hui, quand on lit le rapport le plus récent de l'Agence internationale de l'énergie, qui est la sommité, là. Il y a rien de plus crédible que l'Agence internationale de l'énergie. Ce que ça dit, c'est que dans la dynamique actuelle des politiques, la demande en gaz naturel mondiale va augmenter de 30% dans les prochaines décennies. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on s'est fait niaiser en 2021 parce qu'on s'est dit qu'il allait pas avoir de demande. Il y a de la demande et on s'est dit de toute façon, Gabriel, l'approvisionnement va déjà être là. Et où? Et où au Qatar? Elle peut plus passer. Puis aux États-Unis, est-ce qu'on pense vraiment que l'Allemagne veut juste se fier sur son partenaire américain? Ben non, elle commence à acheter le gaz naturel liquéfié dans l'Ouest canadien. Eux autres ont pas niaisé. On en a combien de gaz? Parce que j'ai lu, selon les dernières estimations, on en aurait pour 37 à 207 ans de consommation. Ça, c'est quand même 207, un petit peu plus que 37, là. Je pense que tu calcules bien, Rémi. C'est un petit peu plus. Je suis pas mal d'accord avec toi. Ça, c'est des estimations qui avaient été faites par le ministère dans le temps. Puis ce qui est dommage,
dommage actuellement, c'est que c'est difficile à mettre à jour, hein, avec une interdiction d'exploration. Donc, c'est une grande fourchette. Il y a eu plusieurs estimations. Je préfère vraiment la donner au complet. Si c'est 37 ans en matière de consommation, ça sera 37 ans. Mais l'autre chose également, c'est que ça crée 232 000 emplois personnes. C'est un terme un peu bizarre, mais c'est pour dire, c'est soit 230 000 emplois pour 1 an ou 23 000 pour 10 ans. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'avec des salaires de 150 000 $ pendant 10 ans pour du monde, ça fait beaucoup d'argent. On a pris une mauvaise trajectoire en 2021, en 2022 sur la question énergétique. Il n'est pas trop tard pour changer. Et j'espère que ça va faire partie du débat en octobre, parce que on peut pas simplement se dire on va juste faire de l'électricité. Faut juste rappeler que notre consommation de gaz naturel permet de réduire la pression sur l'infrastructure d'Hydro-Québec. Et si on change complètement du gaz naturel vers l'électricité, j'ai hâte de voir comment on va faire dans la pression actuelle. Tu sais, on entend, Philippe Richard vient nous dire tout le temps, Karima, faut créer de la richesse au Québec, faut créer de la richesse au Québec. Faire un barrage, c'est compliqué avec les communautés autochtones, fine. Les éoliennes, personne ne veut ça dans sa cour. Je comprends, c'est assez lettre, merci, ça brise des reliefs. Maintenant, les hydrocarbures, c'est non. Même pas regardez combien on en a. Non, touchez pas à ça. C'est parce qu'à un moment donné, il va falloir juste qu'on fasse quelque chose au Québec. Il va falloir qu'on se lance dans quelque chose. Il n'y a pas de projet parfait, t'as bien raison. Les gaz de schiste, qui suis-je, moi, pour dire à du monde, ça sera dans votre cour? Je comprends ça. Ça sera pas dans la mienne. Fait que je le précise, c'est sûr que c'est facile pour moi de dire ça. Mais on dirait qu'on est toujours à trouver quelque chose qui nous empêche de faire quelque chose. Et ça, c'est pas le signe d'une société qui est en santé et qui a un avenir assuré. Mm-hmm. Mais moi, je trouve ça intéressant, cette discussion-là, parce que, tu sais, je regarde juste nous autour de la table, tu sais, puis ces âges-là aussi, là, tu sais, il y a quand même une nouvelle génération qui arrive puis qui a ses idées, puis je trouve que c'est important d'entendre ça aussi, parce que je trouve qu'il y a quand même un changement de discours puis une ouverture de dire, regarde, c'est pas vrai qu'on a les mêmes réflexes tout le temps, puis de toute façon, il y a une réalité là, tu sais, il faut qu'on fasse des choses, puis peut-être qu'on était dans un déni, ou peut-être que c'était justement les Sunny Ways. Je pense à Justin Trudeau il y a quelques années, tu sais, qui arrivait, puis on était un peu dans un monde de bisounours, puis tout allait bien, puis on avait l'impression que, tu sais, là c'est ça, tous ces éléments là il y a comme un contact brutal avec le réel. Puis c'est que tu te rends compte aussi, là, si tu ouvres tes œillères puis tu regardes ce qui se passe dans le monde, ça avance, ça va vite, ça pèse justement sur la pédale d'accélérateur. On veut que ce soit aussi, bien sûr, avec de l'énergie propre puis de penser à l'aspect écologique. Mais à un moment donné, c'est que tu accuses du retard, puis si tu prends pas certaines décisions, ben il y a un appauvrissement aussi collectif qui est au bout de la ligne. Donc, en tout cas, bref, ça va être les élections, mais moi, j'ai quand même l'impression, quand on sent un peu ce qui se passe dans la population, oui, c'est difficile, mais il y a quand même un appel pour un certain changement, puis d'être aussi souverain dans sa façon aussi de consommer de l'énergie. Absolument, il y en a un appel. Le seul problème avec ça, par contre, c'est que j'ai peur que les politiciens instrumentalise la question de l'acceptabilité sociale, puis au final, gouverne pas pour la population, mais pour les groupes de pression qui essaient justement de faire pression sur l'opinion publique, plutôt que de dire aujourd'hui, qu'est-ce qui serait bon pour les prochaines générations, pour la création de richesses. Et j'ai l'impression qu'on est tombé dans le panneau avec la coalition Avenir Québec, puis j'espère que lors du débat, ce sera possible. Hier, on a reçu Yuri Chassin pour parler d'acceptabilité sociale, puis carrément, on va être honnête, on sait toujours pas c'est quoi. C'est-à-dire, non, mais c'était ça un peu le but de cette entrevue-là, c'est que avec lui, c'est que il avait écrit un texte pour l'Institut économique de Montréal il y a quelques années. C'est un concept qui est comme un peu récupéré par tout le monde, c'est mal défini. En fait, la définition, ça serait pas sûr. Pas sûr. Rajoute un, moi. Merci, Gabriel Giguère. Bye bye. Salut.